1974. Nous avons terminé la première partie sur cette date. Le dernier budget équilibré de la République française. Un demi-siècle de déficit ininterrompu. Et nous avons posé la question qui demeure sans réponse publique. Est-ce une fatalité ou une construction? Ce n'est pas une fatalité. Cette deuxième partie va le démontrer. Mais d'abord, revenons aux 54 milliards d'euros d'intérêts annuels que la France verse à ses créanciers. Nous avons établi dans la première partie que ce chiffre dépasse désormais l'ensemble du budget du logement social. Ce que nous n'avons pas encore demandé, c'est la question la plus simple et la plus rarement posée dans les journaux de grande écoute. À qui va cet argent exactement? Voilà un fait que peu de gens connaissent. Et ce fait va changer la façon dont vous lisez les débats budgétaires pour le restant de votre vie. Environ 52% des obligations assimilables du Trésor française sont détenues par des non-résidents, investisseurs étrangers, fonds de pension internationaux, gestionnaires d'actifs. Les 48% restants sont détenus par des résidents français. Mais qui parmi ces résidents français? Principalement les compagnies d'assurance et les fonds de pension, qui gèrent les contrats d'assurance vie. L'encours total de l'assurance vie française représentait fin 2025 environ 1800 milliards d'euros, dont approximativement 35% placés en obligations d'État françaises. Ce qui signifie que 600 milliards d'euros d'épargne de ménages français sont investis en dette publique française. Autrement dit, une partie des 54 milliards d'intérêts annuels revient indirectement aux épargnants français qui ont un contrat d'assurance vie. Ceux qui ont assez d'argent pour épargner. Ceux qui ont un patrimoine suffisant pour qu'une compagnie d'assurance les gère. Ce mécanisme n'est pas une anomalie, c'est une construction. La dette publique française rémunère l'épargne des ménages aisés, pendant que les services publics se réduisent, que les classes se remplissent, que les urgences ferment la nuit. L'argent circule. Il circule à l'intérieur d'un système parfaitement cohérent, juste pas dans la direction qu'on vous présente. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. L'autre partie est encore moins souvent nommée. Revenons en 2017. Le premier quinquennat Macron commence. La France sort à peine de 9 ans de procédure européenne pour déficit excessif. C'est le moment, si l'on voulait vraiment consolider les finances publiques, de ne pas réduire les recettes fiscales. C'est précisément à ce moment que 3 décisions majeures ont été prises en 18 mois. Première décision, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. L'ISF taxait le patrimoine financier, actions, obligations, parts de fonds. L'IFI ne taxe que l'immobilier. Résultat, les grandes fortunes dont l'essentiel du patrimoine est financier, actions de multinationales, contrats d'assurance vie haut de gamme, parts de sociétés non cotées, ont basculé hors du champ de l'impôt sur la fortune. L'Institut des politiques publiques, dans une note de 2019, estime le manque à gagner à entre 3 et 4 milliards d'euros par an pour les finances publiques. 3 à 4 milliards par an, chaque année, en permanence, sans que la décision soit jamais revenue devant les électeurs. Deuxième décision, le prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les revenus du capital évoqué dans la première partie. Le Conseil d'analyse économique a estimé son coût à 2 à 3 milliards d'euros annuels de recettes perdues. Combiné à la suppression de l'ISF, on arrive à un total de 5 à 7 milliards d'euros de recettes fiscales perdues par an sur des décisions prises en moins de 2 ans, au bénéfice des ménages les plus fortunés. Troisième décision, la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en allègement permanent de cotisations sociales. Le CICE avait été créé en 2012 sous Hollande, un crédit d'impôt temporaire de 20 milliards d'euros par an pour réduire le coût du travail. En 2019, il a été transformé en baisse pérenne de charges. Ce qui était présenté comme temporaire est devenu permanent. Coût annuel définitif intégré dans le budget de l'État, 20,4 milliards d'euros par an, selon les chiffres de la DARES. Récapitulons. Entre 2017 et 2019, les gouvernements successifs ont pris des décisions fiscales représentant une réduction permanente des recettes publiques de l'ordre de 25 à 28 milliards d'euros par an. Ces décisions ont été prises alors que le déficit structurel français
étaient déjà incompatibles avec les engagements européens de la France. Elles ont été présentées comme des investissements dans la compétitivité, dans la croissance, dans l'attractivité du territoire. La croissance française en 2018, 1,8%. En 2019, 1,5%. Largement insuffisant pour absorber les pertes de recettes. Mais les marchés n'ont pas réagi. Les agences de notation ont maintenu leurs notes. Pourquoi ? Parce qu'il existait un mécanisme de protection temporaire que personne n'expliquait clairement aux Français. Les taux d'intérêt historiquement bas de la Banque centrale européenne permettaient à la France de refinancer sa dette à des conditions extraordinairement favorables. Ce qui masquait l'aggravation structurelle. Ce qui donnait l'illusion que les arbitrages fiscaux étaient soutenables. Et puis les taux ont remonté. À Amiens, Sylvie a reçu en janvier 2026 une lettre de son centre de soins infirmiers. Le médecin référent qui suivait sa mère, 79 ans, depuis 12 ans, partait à la retraite. Son cabinet ne serait pas repris. La prochaine liste ouverte pour un nouveau médecin généraliste dans le secteur, délai estimé, 18 mois. Sa mère devrait se rendre à 27 km pour les consultations ordinaires. Sylvie a cherché pourquoi il n'y avait pas de remplaçant. Elle a trouvé des articles sur le numerus clausus, sur la désertification médicale, sur les aides à l'installation. Elle n'a pas trouvé d'article expliquant le lien entre la décision de supprimer l'ISF en 2017 et le fait que le centre de santé de sa mère manque de financement pour attirer un nouveau praticien. Ce lien existe. Il est indirect, mais il est documenté, chiffré, traçable dans les budgets successifs. Ce que Sylvie n'a pas trouvé, c'est quelqu'un pour lui expliquer la chaîne complète. C'est précisément ce que cette enquête essaie de faire. Parlons maintenant de ce que les responsables savaient et de ce qui les a empêchés d'agir. Il existe en France un calendrier politique parfaitement incompatible avec la gestion d'une dette structurelle. Une dette structurelle se joue sur 10, 20, 30 ans. Un mandat présidentiel dure 5 ans. Un mandat de député dure 5 ans. Une primaire interne, une élection, un remaniement ministériel, l'horizon politique réel des décideurs est de 18 à 24 mois. Dans ce cadre temporel, réduire les déficits de manière crédible et durable implique 2 types de décisions. Soit augmenter les impôts, ce qui coûte politiquement à court terme, soit réduire les dépenses sur des postes visibles, retraite, santé, éducation, ce qui coûte aussi politiquement à court terme. La seule décision qui ne coûte pas à court terme, c'est de reporter. D'émettre des obligations à 10 ans qui arriveront à maturité sous un autre gouvernement, un autre président, un autre parlement. Ce mécanisme est documenté dans la littérature économique. Il s'appelle le biais de déficit démocratique, la tendance des gouvernements élus à accumuler une dette que leurs successeurs devront gérer. Ce n'est pas une fatalité humaine, c'est une fatalité institutionnelle. Et elle se corrige par des institutions, pas par des appels à la vertu. Le Conseil constitutionnel français, depuis la révision constitutionnelle de 2008, peut théoriquement être saisi pour vérifier que les lois de finances respectent des trajectoires pluriannuelles définies par une loi de programmation. En pratique, la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, adoptée en 2001, a introduit une logique de performance et de pluriannualité dans le budget de l'État. Ces outils existent, ils n'ont pas été suffisants. Voilà pourquoi le rapport Husson-Reynal de juillet 2023 n'a pas changé les décisions du gouvernement. Voilà pourquoi les avertissements successifs du Haut Conseil des finances publiques ont été publiés et ignorés. Non pas parce que les responsables étaient incompétents ou malveillants, mais parce que les incitations institutionnelles ne les poussaient pas à agir. En novembre 2024, 2 semaines après la dégradation de Moody's et quelques semaines avant la chute du gouvernement Barnier, le spread entre les obligations françaises à 10 ans et les obligations allemandes équivalentes a atteint 85 points de base. C'est un record depuis 2012. Le spread, c'est l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, la prime de risque que les marchés exigent pour prêter à Paris plutôt qu'à Berlin. En 2015, ce spread était de 25 points de base. En 2020, 40 points. En novembre 2024, 85 points. En 2026,
Après plusieurs mois de relative stabilisation sous François Bayrou, il oscille entre 60 et 70 points de base. Ces chiffres ne sont pas des indicateurs abstraits. Ils se traduisent directement en coût de refinancement de la dette française. Chaque 10 points de spread supplémentaire représente environ 500 millions d'euros de charges annuelles supplémentaires sur les nouvelles émissions. L'aggravation du spread depuis 2015 coûte ainsi à la France entre 2 et 3 milliards d'euros par an supplémentaires, simplement parce que les marchés jugent sa trajectoire fiscale moins crédible qu'il y a 10 ans. 2 à 3 milliards d'euros. C'est le budget annuel de la politique de la ville. C'est le financement de tous les dispositifs de réussite éducative dans les zones prioritaires. Perdu en prime de risque. Non parce que la France a fait défaut, uniquement parce que les marchés ont légèrement moins confiance. Abonnez-vous si cette enquête vous apporte ce que les médias généralistes ne proposent pas. Et regardez la deuxième partie jusqu'au bout. Ce qui vient maintenant est la partie que les économistes connaissent, mais que les politiques évitent de formuler devant les caméras. Il faut maintenant parler des scénarios. Pas des catastrophes hypothétiques, des trajectoires documentées, avec des exemples historiques concrets et des conséquences qui touchent directement votre vie quotidienne. Scénario premier. L'ajustement progressif sous contrainte européenne. C'est la trajectoire officielle, celle que le gouvernement Bayrou présente depuis début 2025. Réduire le déficit de 6,1% à 3% en 4 à 5 ans via une combinaison de coupes budgétaires et de légères hausses de prélèvements ciblés. Ce scénario est arithmétiquement réalisable. Il implique, sur la durée du programme, des réductions nettes des dépenses publiques de l'ordre de 60 à 80 milliards d'euros cumulés, soit entre 12 et 16 milliards par an. Pour visualiser ce que ça représente, l'éducation nationale dépense 78 milliards par an, la sécurité sociale autour de 250 milliards. Trouver 12 à 16 milliards d'économies structurelles annuelles dans ces masses, sans toucher aux retraites de base ni à l'hôpital public, c'est mathématiquement presque impossible. Soit on touche aux retraites, soit on touche à la santé, soit on augmente les impôts, soit on réduit la présence territoriale de l'État encore davantage. Les décisions ne sont pas encore annoncées, mais l'arithmétique, elle, est déjà là. Scénario second, la tension sur les marchés. Ce scénario se déclenche non pas par une catastrophe soudaine, mais par une convergence de signaux négatifs. Révision à la hausse du déficit, élections créant une incertitude politique majeure, ralentissement économique européen plus fort que prévu. Dans ce cas, les détenteurs étrangers d'obligations françaises, les 52% de non-résidents, commencent à vendre. Les taux montent. Le spread atteint 150, 200 points de base. La France peut toujours emprunter, mais à un coût nettement plus élevé. Ce scénario n'est pas la Grèce. Mais il ressemble à ce qui s'est passé en Italie en 2018, quand l'arrivée au pouvoir d'une coalition considérée comme peu orthodoxe budgétairement a fait monter le spread de 100 à 300 points de base en quelques semaines. Rome a dû reculer sur ses intentions budgétaires pour calmer les marchés. Sans vote parlementaire, sans débat public, sous pression directe de la BCE et des agences de notation. Ce mécanisme a un nom, la contrainte de marché. Elle s'exerce sans mandat démocratique. Elle force des ajustements que les électeurs n'ont pas choisis. Elle opère plus vite que n'importe quel processus législatif. Scénario troisième, le plus tabou, la restructuration européenne de la dette. C'est le scénario que personne dans la sphère officielle française n'évoque publiquement. Il impliquerait un mécanisme européen de mutualisation ou de refinancement à des taux préférentiels, une forme de dette commune européenne avec des conditions attachées. Ce mécanisme a failli être créé lors du Covid, sous la forme des obligations Next Generation EU. Mais ces obligations étaient limitées dans le temps et dans leur montant. Une restructuration réelle de la dette française nécessiterait un accord entre les 27 membres de l'Union européenne. Certains, les Pays-Bas, l'Autriche, les Pays-Baltes, y sont fermement opposés depuis des années. D'autres, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, également sous pression fiscale, y seraient favorables. Le rapport Draghi de septembre 2024, commandé par la Commission européenne,
plaidait pour une mobilisation commune de 800 milliards d'euros par an pour financer la transition énergétique, la défense et la compétitivité européenne. Ces 800 milliards impliquent une dette commune. Cette dette commune implique de renoncer à la règle d'or de chaque État gérant seul sa trajectoire budgétaire. Ce débat va dominer la politique européenne dans les 10 prochaines années, et la position de la France dans ce débat dépend directement de sa crédibilité budgétaire, c'est-à-dire de sa capacité à ne pas arriver à la table des négociations en mendicité. Il existe des précédents de pays qui ont réussi l'ajustement sans catastrophe sociale. Ils méritent d'être examinés sans nostalgie ni idéologie. Le Canada, en 1995, la dette canadienne approchait 100% du produit intérieur brut. Le ministre des Finances, Paul Martin, qui deviendra Premier ministre, a mis en œuvre le programme de réduction budgétaire le plus sévère de l'histoire canadienne. Coupe de 20% dans les transferts aux provinces, réduction massive dans la fonction publique fédérale, révision complète des programmes sociaux. En 3 ans, le déficit est passé de 6% à 0. En 2006, la dette était retombée à 68% du produit intérieur brut. Ce n'est pas présenté ici comme un modèle à copier. Les coupes canadiennes ont eu des effets sociaux réels. Réduction des services de santé provinciaux, augmentation de la pauvreté dans certaines régions pendant la transition. Mais ce qui est instructif, c'est le mécanisme politique qui a rendu la décision possible. Martin a présenté l'ajustement non comme une punition, mais comme une condition de survie du modèle social canadien à long terme. La communication était transparente sur les chiffres, honnête sur les sacrifices et cohérente sur la durée. La Suède, en 1994, crise bancaire, déficit public à 12% du produit intérieur brut, menace sur la couronne. Le gouvernement social-démocrate a imposé une consolidation budgétaire draconienne, réformé le système de retraite, en passant d'un système à prestations définies à un système à cotisations définies avec comptes individuels, introduit une règle constitutionnelle d'équilibre budgétaire. En 2000, la dette était descendue à 60%. La Suède est aujourd'hui l'un des pays de l'OCDE avec les finances publiques les plus saines. La leçon n'est pas que l'austérité fonctionne toujours, c'est que la transparence sur la situation réelle, nommer les chiffres, expliquer les mécanismes, assumer les choix, permet à une démocratie de prendre des décisions difficiles avec un mandat populaire. Ce que la France n'a pas fait depuis 48 ans, c'est précisément ça. Un débat public honnête sur l'état réel de ses finances et sur les arbitrages réels que ça implique. L'alternative à la transparence, ce n'est pas le statu quo. C'est la décision par défaut, la décision que les marchés prennent à la place des électeurs. À Roubaix, en mars 2026, Marc Durand a 62 ans. Il a travaillé 37 ans dans la confection textile, a cotisé à taux plein, a demandé sa retraite anticipée pour carrière longue. Sa pension, 982 € par mois. Il loue un appartement de 2 pièces pour 530 €. Il reste 452 € pour vivre. Alimentation, médicaments, transport, factures. Il n'a pas de voiture. Marc ne suit pas les débats budgétaires. Il ne lit pas les rapports du Haut Conseil des finances publiques. Il sait simplement que sa retraite, qu'il avait calculée à 1150 € selon les simulations qu'on lui avait faites il y a 6 ans, est finalement de 982 €. La différence, 168 € par mois, est directement liée à la réforme de 2023 et aux paramètres qui ont été recalculés pour des carrières courtes dans des secteurs à faible salaire. Ce qui s'est passé entre les simulations de 2019 et la pension réelle de 2026, pour Marc, c'est la matérialisation concrète d'une décision budgétaire. La réforme des retraites de 2023 n'a pas été présentée aux Français comme une mesure de consolidation budgétaire. Elle a été présentée comme une mesure d'équité et de durabilité du système. Mais le Conseil d'orientation des retraites, dans son rapport annuel de juin 2022, indiquait explicitement que sans les réformes paramétriques déjà engagées, le système de retraite accuserait un déficit de 12 à 17 milliards d'euros par an d'ici 2030. 12 à 17 milliards. Soit exactement le même ordre de grandeur que les réductions de recettes fiscales décidées entre 2017 et 2019. Le lien entre les deux n'a été établi publiquement par aucun ministre. Aucun débat parlementaire n'a posé la question directement. Aurait-on pu éviter le recul de l'âge de la retraite si les recettes fiscales supprimées en 2017 avaient été maintenues ?
Les économistes du réseau de recherche sur l'innovation ont posé cette question dans une note de novembre 2023. La réponse est oui, partiellement. L'effort aurait été moindre, même s'il n'aurait pas suffi à lui seul. Cette note n'a pas été évoquée lors des débats sur la réforme des retraites qui ont agité les rues de France pendant 4 mois. Il y a une question finale que cette enquête doit poser. Pas une question rhétorique, une question réelle, avec des implications concrètes. Quand l'État ne peut plus tenir tous ses engagements simultanément, retraite, santé, éducation, infrastructure, défense, dette, qui décide de l'ordre dans lequel les sacrifices sont distribués? En théorie, c'est le Parlement. En pratique, c'est plus complexe. Le budget de l'État est le résultat d'une négociation entre 4 forces. Les exigences des marchés financiers, qui établissent un plafond de crédibilité, les engagements européens, qui fixent des trajectoires contraintes, les équilibres politiques internes, qui déterminent ce qu'un gouvernement peut adopter sans tomber, et les groupes d'intérêts les mieux organisés, qui protègent leurs lignes budgétaires. Dans ce mécanisme, qui est le moins représenté? Ceux qui n'ont pas de lobby, ceux qui n'ont pas de syndicats puissants, ceux qui vivent dans des territoires sans poids électoral, les retraités aux petites pensions, comme Marc, les enseignants en REP dans des académies sans représentation nationale, comme Nadia, les malades dans des déserts médicaux, comme la mère de Sylvie. Ce n'est pas de la théorie du complot, c'est de la mécanique de représentation. Les intérêts qui ont accès à la décision protègent leur position. Ceux qui n'y ont pas accès subissent les ajustements. Cette mécanique est documentée, mesurable, reproductible d'un pays à l'autre, d'une décennie à l'autre. En 2026, la réduction du déficit français porte, dans ses premières mesures concrètes, sur les dotations aux collectivités territoriales, qui financent les services de proximité, sur le gel partiel des salaires des fonctionnaires de catégorie C, les agents les moins bien payés de la fonction publique, et sur la réduction des crédits d'intervention des ministères sociaux. Les économies réalisées sur les niches fiscales des grandes entreprises ou sur les dispositifs de défiscalisation du patrimoine financier sont, elles, nettement plus modestes. Ce constat n'est pas un jugement moral. C'est une observation factuelle sur l'efficacité comparative du lobby budgétaire. Denis Maréchal a reçu une convocation syndicale en mars 2026. Le syndicat de son lycée l'informait d'une réunion sur les suppressions de postes de l'éducation technique et professionnelle, le secteur dans lequel il travaille. 60 postes supprimés dans son académie pour la rentrée suivante. Il n'est pas directement concerné. Mais ses collègues qui avaient les contrats les plus récents, oui. Il a assisté à la réunion. Il a entendu les arguments du directeur académique. Contraintes budgétaires, rationalisation, mutualisation des ressources. Il a posé une question que le directeur n'a pas su répondre. Il a demandé si la décision venait de l'académie ou du ministère. Le directeur a dit « du ministère ». Denis a demandé si le ministère avait publié le calcul qui justifiait ces suppressions plutôt que d'autres économies. Le directeur a dit « il n'avait pas accès à ce calcul ». Cette scène illustre quelque chose d'essentiel dans le fonctionnement réel de la consolidation budgétaire française. Les décisions se prennent à un niveau d'abstraction, ministère, direction du budget, cabinet du Premier ministre, totalement déconnecté du terrain où elles s'appliquent. Les directeurs d'académie, les préfets, les directeurs d'hôpital reçoivent des enveloppes réduites et doivent gérer les conséquences localement. Sans être capables d'expliquer la chaîne de décision, parce qu'ils ne la connaissent pas, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de l'opacité structurelle. Et cette opacité est protectrice. Elle empêche de relier les effets locaux aux causes nationales. Elle empêche Marc Durand, à Roubaix, de faire le lien entre sa pension de 982 € et la suppression de l'ISF à Paris. Elle empêche Sylvie Maréchal, à Amiens, de relier les 112 suppressions de postes dans son académie à la structure de la dette publique. Or, ce lien existe. Il est documenté. Et il devrait être au centre du débat démocratique. Voici maintenant les 3 conditions qui changeraient réellement la trajectoire. Pas des propositions politiques, des conditions structurelles documentées dans les pays qui ont réussi l'ajustement sans effondrement du contrat social. Condition première, la transparence comptable totale. Publier chaque année un document accessible au grand public, pas aux seuls experts, qui montre mécanisme par mécanisme où l'argent est perdu et où il pourrait être retrouvé.
Quels dispositifs fiscaux coûtent combien au bénéfice de quels ménages, avec quels effets mesurés sur l'économie? Ce document existe partiellement dans le rapport sur les dépenses fiscales annexé au projet de loi de finances. 452 pages de techniques budgétaires que nul citoyen ordinaire ne lira. L'information n'est pas cachée. Elle est rendue inaccessible par sa forme. Condition deuxième. Une règle budgétaire contraignante avec sanctions réelles. La France a adopté en 2018 une loi de programmation des finances publiques. Elle n'est pas contraignante constitutionnellement, elle ne lie pas les parlements suivants. Chaque nouveau gouvernement peut la réviser. La règle d'or budgétaire, adoptée en Allemagne dans la loi fondamentale en 2009, avec une limite de 0,35% de déficit structurel, est constitutionnelle. Elle ne peut être modifiée que par un vote des 2/3 du Bundestag et du Bundesrat. C'est ce niveau de contrainte institutionnelle qui crée une discipline durable. Condition troisième. Une réforme fiscale structurelle qui élargit l'assiette plutôt que de multiplier les taux. La France a l'un des systèmes fiscaux les plus complexes de l'OCDE. 187 niches fiscales répertoriées dans le rapport de 2025, représentant environ 90 milliards d'euros de manque à gagner annuel. Non pas toutes injustifiées, certaines ont des effets économiques documentés. Mais une revue systématique, menée une fois tous les 5 ans par une institution indépendante avec pouvoir de recommandation contraignant, permettrait d'identifier et de supprimer les dispositifs dont le coût dépasse les bénéfices. Ces 3 conditions ne sont pas révolutionnaires. Elles existent dans des pays voisins. Ce qui manque en France n'est pas la technique. C'est la volonté politique de créer les institutions qui rendraient la gestion des finances publiques moins dépendante du cycle électoral. Et cette volonté politique, elle ne viendra pas des responsables actuels spontanément. Elle viendra de citoyens qui comprennent les mécanismes, qui posent les bonnes questions, qui refusent les réponses qui évitent les chiffres réels. Sylvie Maréchal, à Amiens, a parlé avec sa fille un soir de mars 2026. Sa fille a 26 ans. Elle est graphiste freelance. Elle gagne entre 1 200 et 1 500 euros par mois selon les mois. Elle ne cotise pas à un régime de retraite à taux plein. Elle n'a pas accès à un médecin de secteur 1. Elle loue un appartement, trop cher pour ce qu'elle gagne, dans une ville de province où les loyers ont suivi les prix des métropoles sans que les salaires locaux les suivent. Sylvie lui a demandé comment elle voyait son avenir. Sa fille a répondu « Je ne vois pas d'avenir dans ce pays. Je vois des systèmes qui s'effondrent lentement pendant que tout le monde fait semblant que ça tient encore. » Cette phrase n'est pas nihiliste, elle est précise. Elle décrit exactement ce que les données montrent. Une trajectoire d'érosion progressive, suffisamment lente pour ne pas déclencher de réaction d'urgence, suffisamment continue pour transformer le quotidien de millions de personnes sur une génération. Ce que Sylvie n'a pas su répondre à sa fille, c'est « Est-ce que ça peut changer ? Est-ce que le modèle français peut se réformer avant d'atteindre une rupture qu'on ne pourra plus gérer ordonnément ?» La réponse honnête est « Oui », à condition que les citoyens comprennent réellement ce qui se passe. Pas les grandes lignes, pas les slogans, les mécanismes. La loi de 1973, la procédure de l'article 126, le prélèvement forfaitaire unique, le spread OAT-Bund, le mur de la dette de 2028. Ces mots ne sont pas des termes techniques réservés aux économistes. Ce sont les mots qui décrivent la réalité dans laquelle vous vivez. La pension de Marc, les classes de Nadia, le médecin de la mère de Sylvie, la retraite recalculée de Denis. Tout ça est connecté. Tout ça a des causes que l'on peut nommer, des décisions que l'on peut dater, des responsabilités que l'on peut situer. C'est ça, une démocratie informée. Pas une démocratie de l'indignation en boucle, une démocratie de la compréhension. Et la compréhension commence par refuser les explications qui esquivent les mécanismes réels. 1974, un demi-siècle. Ce n'est pas une fatalité, c'est une construction. Et les constructions peuvent être reconstruites, à condition de d'abord regarder en face ce qu'on a bâti. Si cette enquête vous a donné des outils pour mieux comprendre, partagez-la. Pas pour l'algorithme, parce que les personnes que vous connaissez méritent de comprendre les mécanismes qui organisent leur vie sans qu'on les leur explique clairement.
Et si vous voulez continuer à explorer ces sujets, les finances publiques, les décisions qui ne font jamais la une, les mécanismes qui structurent en silence ce que vous vivez quotidiennement, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine enquête. Le 19 novembre 2024, à 7h45 du matin, un bond trader d'une grande banque d'affaires londonienne, dont le nom importe peu mais dont le fonds gère environ 40 milliards d'euros d'actifs, a passé un ordre de vente sur des obligations françaises à 10 ans. Pas un ordre massif, environ 200 millions d'euros. Dans le monde des marchés obligataires, c'est une transaction ordinaire. Ce matin-là, des dizaines d'autres gestionnaires ont fait la même chose, indépendamment les uns des autres, sans se coordonner, sans complot. Juste la même lecture des mêmes signaux. La chute du gouvernement Barnier 15 jours plus tôt, l'incertitude sur le budget, les révisions successives du déficit. Ce jour-là, le taux d'intérêt sur les obligations françaises à 10 ans est monté de 9 points de base en une seule séance. 9 points de base. Cela semble infime. En valeur annuelle, sur le stock de dette existant, c'est environ 500 millions d'euros de charges supplémentaires à absorber dans les émissions à venir. Personne n'a voté pour cette décision. Personne n'a été consulté. Aucun débat parlementaire, aucune conférence de presse. Juste un ordre de vente, puis un autre, puis un autre. Voilà ce que signifie concrètement dépendre des marchés financiers pour financer l'État. Et voilà pourquoi cette deuxième partie est la plus importante. Parce que dans la première partie, nous avons établi les chiffres, la trajectoire, les mécanismes qui ont creusé le déficit depuis 50 ans. Maintenant, nous allons répondre à la question que personne ne pose clairement dans les grands médias. Qui profite de cette situation ? Et jusqu'où peut-elle aller avant que quelque chose cède ? Il faut commencer par démonter une idée reçue. Quand on parle de la dette de l'État, on imagine souvent un mécanisme abstrait. L'État qui doit de l'argent à une entité vague, internationale, anonyme. La réalité est beaucoup plus précise et beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez. Les obligations assimilables du Trésor, les OAT, c'est comme ça qu'on appelle la dette française sur les marchés, sont détenues pour environ 48% par des résidents français. Parmi ces résidents, les compagnies d'assurance, qui gèrent les contrats d'assurance vie. L'encours total de l'assurance vie française représentait fin 2025 1 800 milliards d'euros. C'est la forme d'épargne la plus répandue en France, plus de 18 millions de contrats ouverts. Et environ 30 à 35% de cet encours est investi en obligations d'État françaises. Donc voici le premier paradoxe de la dette française. Une partie des 54 milliards d'euros d'intérêts annuels que l'État verse à ses créanciers revient, via les compagnies d'assurance, à des épargnants français. Des ménages français reçoivent des intérêts sur la dette que les impôts français servent à rembourser. L'argent tourne en circuit fermé. Mais pas également pour tout le monde. Voici le point précis que les débats budgétaires n'expliquent jamais. L'INSEE, dans son enquête patrimoine de 2021, établit que les 10% des ménages les plus riches détiennent 50% de l'épargne financière française. Les 50% des ménages les moins riches détiennent moins de 5% de cette épargne financière. Ce qui signifie que le flux d'intérêts de la dette française, ces 54 milliards, irrigue de manière très inégale la société française. Il profite massivement aux ménages qui ont déjà les patrimoines les plus élevés. Et il est financé par les impôts et les réductions de services qui touchent l'ensemble de la population. Ce mécanisme n'est pas un secret. Il est documenté dans les publications académiques, dans les rapports du Conseil d'analyse économique, dans les données de la Banque de France. Il n'est simplement jamais résumé aussi clairement dans les journaux télévisés qui couvrent les débats budgétaires. À Arras, dans le Pas-de-Calais, ancienne cité flamande, 40 000 habitants, siège d'une préfecture qui a vu ses effectifs réduits de 42% entre 2007 et 2022, le conseil municipal s'est réuni en février 2026 pour examiner le budget communal. L'ordre du jour principal, la dotation globale de fonctionnement versée par l'État à la commune avait été réduite de 7% par rapport à l'exercice précédent. 7% de moins pour payer les agents municipaux, entretenir les bâtiments publics, financer les associations locales, cofinancer l'école. Le maire, élu depuis 2020 sans appartenance à un grand parti national, a expliqué aux conseillers que la réduction venait d'une décision ministérielle prise à Paris dans le cadre du plan de consolidation budgétaire. Il n'avait pas été consulté.
Il n'avait pas eu la possibilité de proposer des alternatives. Il avait reçu un courrier de la préfecture indiquant le nouveau montant. Point. Dans la salle, une conseillère municipale a demandé « Est-ce que ça va continuer l'année prochaine ?» Le maire a répondu « Probablement oui ». Ce n'est pas une anecdote locale. C'est le mécanisme de transmission de la contrainte budgétaire nationale vers les services publics de proximité. Quand l'État doit économiser, il réduit les dotations aux collectivités territoriales, qui, elles, gèrent les crèches, les centres sportifs, les bibliothèques, les services sociaux de premier niveau. Les collectivités n'ont pas le droit de voter un budget en déficit. Elles doivent donc réduire leurs dépenses ou augmenter leurs impôts locaux. Souvent les deux. Et c'est dans ces décisions locales, invisibles nationalement, que la consolidation budgétaire nationale se matérialise dans la vie quotidienne. Entre 2017 et 2024, les dotations de l'État aux collectivités territoriales ont été réduites de 11 milliards d'euros cumulés, selon les données de la Direction générale des collectivités locales. Dans la même période, les communes et intercommunalités ont dû absorber une hausse des coûts de l'énergie, une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires territoriaux, une augmentation des demandes sociales. Le ciseau entre ressources contraintes et charges croissantes a produit exactement ce qu'on observe. Fermeture de piscines municipales, réduction des horaires des médiathèques, sous-traitance des cantines scolaires à des prestataires privés moins coûteux mais de moindre qualité. À Limoges, 100 000 habitants, préfecture de la Haute-Vienne, ville qui a perdu 40% de son emploi industriel depuis 1980, la cantine de l'école primaire Anatole France a basculé en janvier 2025 d'une gestion municipale directe à une délégation de service à un opérateur privé. Coût mensuel pour les familles, augmentation de 18%. Qualité des repas, 3 plaintes collectives de parents déposées auprès du directeur académique dans les 6 premiers mois. Ce n'est pas une décision prise à Limoges, c'est une décision prise à Paris, transmise via une dotation réduite qui s'est traduite à Limoges par un arbitrage budgétaire local. La chaîne de causalité est parfaitement documentable, parfaitement traçable et jamais tracée publiquement de bout en bout. Revenons maintenant à la question de la trajectoire délibérée. Nous avons posé dans la première partie les grandes étapes. La loi de 1973, le prélèvement forfaitaire unique, la suppression de l'ISF. Nous allons maintenant regarder de plus près les 2 années les plus déterminantes, 2017 et 2018. Ces 2 années sont la clé de voûte de la situation actuelle. En mai 2017, Emmanuel Macron arrive à l'Élysée avec un programme économique centré sur la relance de l'investissement privé, la réduction du coût du capital, l'attractivité fiscale de la France pour les entreprises et les investisseurs internationaux. Ce programme est cohérent en lui-même. La question n'est pas sa cohérence interne, c'est son calibrage dans le contexte des finances publiques françaises de l'époque. En 2017, la France sort de 9 années de procédure européenne pour déficit excessif. Son déficit est de 2,8%, juste sous la barre des 3% pour la première fois depuis 2007. C'est exactement le moment où reconstituer des marges budgétaires aurait été possible, en maintenant le niveau de recettes fiscales et en profitant de la croissance pour améliorer le solde structurel. Voici ce qui s'est passé à la place. Premier semestre 2017. Adoption de la loi de finances rectificative qui supprime la taxe de 3% sur les dividendes. Coût, 3 milliards d'euros immédiatement. Adopté en urgence parce qu'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne rendait le maintien de la taxe illégal. Jusqu'ici, contrainte subie, pas décision délibérée. Deuxième semestre 2017, la loi de finances pour 2018 supprime l'impôt de solidarité sur la fortune et le remplace par l'impôt sur la fortune immobilière. Coût fiscal net estimé, entre 3 et 4 milliards d'euros par an en régime permanent, selon l'Institut des politiques publiques. Décision délibérée, assumée comme signal aux investisseurs étrangers que la France redevenait business-friendly. Parallèlement, introduction du prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les revenus du capital. Coût estimé par le Conseil d'analyse économique dans son rapport d'octobre 2019, page 23, entre 2 et 3 milliards d'euros annuels de recettes perdues. Décision délibérée, justifiée par la simplification fiscale et l'encouragement de l'investissement. Premier semestre 2019, transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en allègement pérenne de cotisations sociales.
Le CICE avait été créé en 2012, sous Hollande, pour un montant de 20 milliards d'euros par an. En le transformant en baisse permanente de charges, le gouvernement Philippe a cristallisé dans le budget de l'État une dépense annuelle récurrente de 20,4 milliards d'euros, sans possibilité de retour en arrière à court terme, puisque supprimer une baisse de charges revient politiquement à augmenter les charges. Total des décisions fiscales prises entre mai 2017 et décembre 2018 ayant un impact sur les recettes de l'État, 25 à 28 milliards d'euros par an en régime permanent. Ces 25 à 28 milliards annuels, c'est exactement l'ordre de grandeur du déficit structurel supplémentaire que la France a accumulé depuis 2019. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un calcul dont les effets à long terme étaient prévisibles et ont été prévus par le Haut Conseil des finances publiques dès 2018. Les défenseurs de ces mesures font valoir qu'elles ont produit des effets économiques positifs, hausse des dividendes réinvestis, augmentation de l'investissement des entreprises, compétitivité améliorée. C'est vrai, partiellement. L'investissement des entreprises françaises a légèrement progressé entre 2019 et 2022. Mais la croissance induite n'a pas généré assez de recettes fiscales supplémentaires pour compenser les recettes directement supprimées. L'effet multiplicateur espéré n'a pas été au rendez-vous dans les proportions annoncées. Et depuis 2022, la pression inflationniste et la remontée des taux d'intérêt ont effacé une grande partie des gains de compétitivité obtenus. La facture fiscale de 2017 à 2019 reste entière. Les bénéfices économiques attendus se sont révélés moins durables que les coûts budgétaires. Votre génération se souvient peut-être d'une époque où les hommes politiques utilisaient des chiffres précis quand ils parlaient de fiscalité. Pas des grandes orientations, des chiffres, des évaluations ex post, des bilans. Cette culture de l'évaluation transparente existe dans d'autres démocraties. Elle est structurellement absente du débat public français, pour des raisons qui méritent qu'on s'y arrête. Abonnez-vous si cette enquête vous apporte ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Et continuez jusqu'à la fin. La partie la plus importante arrive. Pourquoi personne ne dit tout ça clairement? Pourquoi les journaux télévisés ne font-ils pas régulièrement le lien entre les décisions fiscales de 2017 et la situation des finances publiques en 2026? Ce n'est pas une question de complot. C'est une question de structure des incitations. Premier facteur, la complexité technique réelle. La chaîne causale entre une décision fiscale et ses effets sur le déficit structurel 5 ans plus tard est réelle, documentée, mais technique. Elle nécessite de comprendre la différence entre solde nominal et solde structurel, entre élasticité fiscale et multiplicateur keynésien, entre court terme et long terme budgétaire. Ces notions existent dans les écoles de commerce et dans les universités. Elles ne sont pas enseignées dans le secondaire. La complexité crée une asymétrie d'information qui protège les décideurs de la reddition de comptes. Deuxième facteur, le cycle d'attention médiatique. Les décisions fiscales de 2017 ont été couvertes dans l'actualité pendant quelques semaines, puis remplacées par d'autres nouvelles. Leurs effets budgétaires sont apparus, mesurables, 4 à 5 ans plus tard, sous un contexte économique différent, avec un personnel politique partiellement renouvelé. La connexion temporelle est difficile à maintenir dans un écosystème médiatique où le présent efface le passé en permanence. Troisième facteur, les intérêts convergents des acteurs qui bénéficient du statu quo. Les ménages dont le patrimoine financier génère des revenus du capital imposés au prélèvement forfaitaire unique ont un intérêt direct au maintien de ce taux à 30%. Ces ménages sont aussi, souvent, ceux qui ont le plus d'accès aux décideurs politiques, via les associations professionnelles, les clubs patronaux, les réseaux des grandes écoles. Ce n'est pas de la corruption, c'est du lobbying ordinaire exercé de manière légale et permanente. Il n'a pas d'équivalent pour les ménages qui subissent les coupes dans les dotations aux communes. Quatrième facteur, le plus subtil, la peur des responsables politiques eux-mêmes. Nommer clairement l'état réel des finances publiques, c'est accepter d'être jugé sur une réalité dégradée dont vous portez une responsabilité partielle. Aucun gouvernement n'a intérêt à être le premier à dire franchement aux Français « Le modèle que vous avez connu va devoir changer de manière substantielle, pas à la marge, et vous allez en ressentir les effets. » C'est électoralement suicidaire à court terme, et l'horizon politique, comme nous l'avons établi, est toujours à court terme.
Sylvie Maréchal a reçu en mars 2026 une convocation pour une réunion extraordinaire du Conseil d'école. L'ordre du jour, la suppression, à la rentrée suivante, de l'un des 2 postes de remplaçants dont disposait l'école pour couvrir les absences des enseignants. L'inspecteur de l'Éducation nationale avait transmis la décision de la direction académique, qui avait transmis la décision du rectorat, qui avait transmis la décision du ministère. Au bout de la chaîne, des enfants du Pas-de-Calais qui, quand leur maîtresse sera malade, se retrouveront répartis dans les autres classes ou gardés en surveillance, sans enseignement. Sylvie a demandé à l'inspecteur si ce type de décision avait fait l'objet d'une évaluation de son impact sur les apprentissages. L'inspecteur a répondu que la décision était budgétaire, pas pédagogique. Sylvie a demandé qui avait pris la décision budgétaire. L'inspecteur a dit « le ministère dans le cadre du plan de maîtrise des dépenses ». Elle est rentrée chez elle ce soir-là et a dit à Denis « je comprends d'où ça vient. Mais je n'arrive pas à expliquer la chaîne entière à mes collègues. C'est trop long. Et quand c'est trop long, les gens arrêtent d'écouter. » C'est précisément le problème que cette enquête essaie de résoudre. Parlons maintenant du mur de la dette. Ce terme est utilisé depuis 2022 dans les documents des économistes de l'OCDE et du FMI. Il désigne un phénomène concret, la convergence, entre 2028 et 2030, de plusieurs facteurs de pression simultanés sur les finances publiques françaises. Premier facteur, le refinancement d'une masse particulièrement importante de dettes arrivant à maturité. La France avait émis massivement entre 2010 et 2015 à des maturités de 10 à 15 ans. Ces émissions arrivent à échéance entre 2025 et 2030. Elles doivent être refinancées aux conditions actuelles, soit 2 à 3 fois plus chères que les taux auxquels elles avaient été émises. Deuxième facteur, le choc démographique des retraites. Les générations du baby-boom post-guerre quittent le marché du travail de manière accélérée entre 2025 et 2035. Le Conseil d'orientation des retraites, dans son rapport de novembre 2025, projette une aggravation du déficit du régime général de retraite de l'ordre de 7 à 9 milliards d'euros par an entre 2028 et 2032, même après la réforme de 2023. Troisième facteur, les investissements nécessaires pour la transition énergétique. La France s'est engagée, dans le cadre du Pacte vert européen, à réduire ses émissions de carbone de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. La Cour des comptes européenne estime que cet objectif nécessite en France des investissements publics supplémentaires de l'ordre de 20 à 30 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, le développement des infrastructures de transport bas carbone, la décarbonation de l'industrie. 20 à 30 milliards d'euros par an d'investissements nécessaires dans un contexte où l'État cherche à réduire ses dépenses de 12 à 16 milliards par an pour respecter ses engagements européens. L'équation est impossible à résoudre avec les outils fiscaux actuels. Ce n'est pas une théorie. C'est une projection documentée dans au moins 6 rapports officiels publiés entre 2022 et 2025, du FMI, de la Cour des comptes, du Conseil d'analyse économique, de la Banque de France, du Sénat et de la Commission européenne. La fenêtre 2028 à 2030 est donc le moment où ces 3 pressions convergent. C'est le moment où les marchés financiers pourraient décider que la trajectoire française n'est plus soutenable. Pas d'un coup, pas spectaculairement. Progressivement, via des spreads qui montent, des taux qui augmentent, des conditions de refinancement qui se dégradent. Pour comprendre ce que ça signifie concrètement pour des gens ordinaires, regardons ce qui s'est passé en Grèce entre 2010 et 2015. Pas comme une prophétie, la France n'est pas la Grèce, mais comme un cas documenté des effets concrets d'une perte de crédibilité budgétaire. En Grèce, la procédure d'ajustement imposée par la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international, a produit les résultats suivants en 5 ans. Les pensions de retraite ont été réduites entre 25 et 40% selon les régimes. Les salaires des fonctionnaires ont été réduits en moyenne de 30%. Le budget de la santé publique a été coupé de 35%. Le taux de chômage a atteint 27% en 2013, 47% chez les jeunes de moins de 25 ans. Le produit intérieur brut grec a reculé de 25% entre 2008 et 2014, une contraction comparable à la Grande Dépression américaine des années 30. Ces décisions n'ont pas été votées par le Parlement grec librement,
Elles ont été imposées comme condition des prêts de sauvetage. Le gouvernement grec, quel qu'il soit, n'avait plus le choix. Sans ces prêts, l'État ne pouvait plus payer les fonctionnaires, les médecins des hôpitaux publics, les allocations chômage. La France n'est pas dans cette situation, mais la trajectoire actuelle mène, à terme, à une réduction progressive du choix des responsables français. Chaque année de déficit supplémentaire, chaque point de spread supplémentaire, chaque dégradation de notation, c'est une fraction de souveraineté budgétaire qui passe des mains des élus aux mains des créanciers. Ce n'est pas dramatique à exprimer ainsi, c'est factuellement exact. Il y a maintenant une question que cette enquête doit poser directement et que vous n'entendrez pas dans les matinales de grande écoute. Quand l'État doit trouver 15 milliards d'euros d'économies structurelles, sur quoi les coupe-t-il en priorité? La réponse n'est pas technique, elle est politique. Et elle révèle quelque chose d'important sur la façon dont les démocraties modernes gèrent les contraintes qui leur sont imposées de l'extérieur. Regardons les mesures d'économie annoncées dans les lois de finances successives depuis 2022. Les lignes qui ont été réduites ou gelées. Les dotations aux collectivités territoriales. Les crédits de fonctionnement des ministères hors défense et éducation. Les budgets des opérateurs publics, musées nationaux, universités, instituts de recherche. Les prestations sociales indexées de manière imparfaite à l'inflation. Les investissements dans les infrastructures rurales. Les lignes qui ont été préservées ou renforcées. Les dépenses de défense, engagement OTAN et contexte géopolitique. Les allègements de charges sur les entreprises. CICE transformé, inviolable politiquement. Les niches fiscales bénéficiant aux ménages aisés. Réduction des dispositifs Pinel et Girardin, certes, mais pas des taux préférentiels sur les plus-values. Ce n'est pas un complot. C'est la mécanique normale de l'arbitrage budgétaire dans un État démocratique, où les groupes d'intérêt les plus organisés protègent leur position. Les grandes entreprises ont des directions fiscales, des lobbyistes, des relais parlementaires. Les collectivités territoriales ont des associations d'élus, puissantes mais moins que les fédérations patronales. Les ménages modestes en désert médical n'ont aucun relais organisé au niveau national. Résultat, les économies budgétaires portent systématiquement davantage sur les services universels, qui touchent tout le monde, donc défendus par personne en particulier, que sur les dispositifs ciblés, qui profitent à des groupes identifiables et donc bien défendus. Ce mécanisme a un nom en sciences politiques, la logique de l'action collective. Formulée par Moncure Olson en 1965, la théorie est simple. Les petits groupes aux intérêts forts et concentrés ont plus de facilité à s'organiser que les grands groupes aux intérêts diffus. Un groupe de 20 entreprises qui perdraient chacune 100 millions d'euros par an si une niche fiscale était supprimée, va mobiliser des ressources considérables pour la défendre. 65 millions de Français qui perdraient chacun 50 euros par an de qualité de service public ne se mobiliseront pas pour autant. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas propre à la France. Mais dans le contexte d'une consolidation budgétaire forcée par la contrainte de la dette, cette mécanique produit des résultats particulièrement inéquitables. Denis Maréchal, en avril 2026, a reçu sa feuille de paye du mois avec un chiffre qu'il n'attendait pas. La prime de service, versée aux agents de la fonction publique territoriale, avait été réduite de 12%, une décision de l'employeur, le lycée, contrainte par la réduction de la dotation de l'État au conseil régional, qui avait lui-même répercuté la réduction sur les établissements. 12% de sa prime mensuelle. Environ 70 euros. Sur un budget familial déjà tendu. Il n'a pas fait de recours. Il n'a pas contacté son syndicat. Il n'a pas compris, au sens plein du terme, pourquoi cette réduction avait eu lieu. Il a juste vu le chiffre sur sa feuille de paye et il a ajusté ses dépenses en conséquence. Moins de sorties, moins d'aide financière à sa fille. 70 euros. Dans une commune, une prime réduite. C'est le mécanisme de transmission finale de la dette publique française dans la vie réelle d'un ménage de la Somme. Nous avons établi le diagnostic. Nous avons expliqué les mécanismes. Il reste la question que tout le monde pose en privé et que personne ne pose officiellement. Est-ce que ça peut changer? Et si oui, comment? La réponse honnête est oui, à certaines conditions. Mais ces conditions ne sont pas marginales. Elles impliquent des changements structurels que la France n'a jamais voulu accepter pendant les 15 dernières années de croissance
et qu'elle va être contrainte d'accepter, d'une façon ou d'une autre, dans les 10 prochaines. La différence entre un ajustement choisi et un ajustement imposé est considérable. Un ajustement choisi peut être progressif, équitable dans sa conception, accompagné d'une politique industrielle et sociale qui en amortit les effets. Un ajustement imposé par les marchés arrive brutalement, sans égard pour la progressivité, sans mandat démocratique, sous des conditions dictées par des créanciers qui n'ont aucune obligation envers la société française. C'est pour ça que comprendre ce mécanisme maintenant, avant que la contrainte s'exerce, est plus utile qu'après. Regardons les exemples qui fonctionnent. Pas pour les copier, les contextes sont différents, pour comprendre ce qui était nécessaire dans des situations comparables. Le Canada, en 1995. Paul Martin, ministre des Finances du gouvernement libéral de Jean Chrétien, a présenté un budget qui prévoyait une réduction de 40 milliards de dollars canadiens de dépenses fédérales sur 3 ans. Coupe dans les transferts aux provinces, réduction massive de la fonction publique fédérale, révision de tous les programmes sociaux. En 3 ans, le déficit est passé de 6% du produit intérieur brut à 0. En 2006, la dette canadienne était à 68%. Ce qui a rendu cet ajustement politiquement possible, Martin a expliqué aux Canadiens, de manière transparente et chiffrée, que sans cet ajustement, le gouvernement fédéral perdrait sa capacité à financer les soins de santé provinciaux d'ici 5 à 7 ans. Il a nommé le risque clairement. Il a présenté des mesures qui touchaient tout le monde, y compris les entreprises, y compris les plus aisés, y compris les régions les plus riches. Et il a maintenu les mesures sur toute leur durée, malgré l'opposition sociale. Les effets sociaux ont été réels, réduction temporaire de services, augmentation de la pauvreté dans certaines régions pendant la transition. Mais à 10 ans, le Canada avait retrouvé des marges budgétaires qui lui ont permis de traverser la crise de 2008 sans plan de sauvetage. La Suède en 1991 à 1994. La crise bancaire suédoise, bulle immobilière, effondrement du système bancaire, chômage à 14%, a conduit le gouvernement à introduire une réforme structurelle du système de retraite qui est devenu le modèle mondial. Passage d'un régime à prestations définies, vous savez ce que vous recevrez à la retraite, à un régime à cotisations définies, avec comptes individuels. Vous recevez ce que vous avez cotisé, ajusté par l'espérance de vie de votre génération. Et introduction d'une règle budgétaire constitutionnelle d'équilibre sur le cycle économique. En 10 ans, la Suède est passée de l'un des pays de l'OCDE les plus endettés à l'un des plus sains budgétairement. Ce qui a rendu cet ajustement possible, une coalition extraordinaire entre droite et gauche, construite sur une analyse partagée des chiffres réels, pas des projections optimistes, et sur la conviction commune que différer l'ajustement ne ferait qu'en aggraver les termes. Ces 2 exemples ne sont pas des modèles à copier mécaniquement, ils ont des spécificités nationales, mais ils partagent 2 caractéristiques que la France n'a jamais réunies simultanément. La transparence totale sur la situation réelle et un consensus politique multipartisan pour agir avant que la contrainte externe soit irrésistible. Ce qui manque en France n'est pas la technique. 3 mesures structurelles suffiraient à changer la trajectoire sur 10 ans. Première mesure, une revue systématique et publique des dépenses fiscales. 187 niches fiscales pour environ 90 milliards d'euros de manque à gagner annuel. Chacune a été créée pour un motif précis. Chacune devrait être évaluée ex post par une instance indépendante, sur le modèle du Congressional Budget Office américain, et maintenue ou supprimée en fonction de ses effets réels. Une telle revue, conduite avec rigueur, permettrait vraisemblablement de récupérer 20 à 30 milliards d'euros annuels de recettes sans créer de nouveaux impôts, juste en supprimant des dispositifs dont le coût fiscal excède les bénéfices économiques mesurés. Deuxième mesure, une règle budgétaire constitutionnelle contraignante sur le modèle de la règle d'or allemande, le frein à l'endettement introduit dans la loi fondamentale en 2009 qui limite le déficit structurel à 0,35% du produit intérieur brut. Cette règle lie les gouvernements futurs. Elle ne peut être contournée qu'en cas de catastrophe naturelle ou de crise sécuritaire majeure, avec un vote qualifié du Parlement. Elle n'est pas parfaite. L'Allemagne elle-même a dû la suspendre pendant le Covid.
Mais elle crée une discipline structurelle que les lois de programmation ordinaires, révisables chaque année, ne peuvent pas fournir. Troisième mesure, une réforme de la gouvernance de la dette publique qui inclut une obligation de rapport annuel au Parlement, non aux seuls membres de la Commission des finances, mais en séance publique, sur l'état réel des finances publiques, avec un droit de réponse pour le Haut Conseil des finances publiques et la Cour des comptes. Ce rapport serait rendu accessible au grand public dans un format qui n'est pas celui d'un annexe budgétaire de 450 pages. Ces trois mesures ne résolvent pas le problème en un an. Elles changent la trajectoire. Et c'est ce dont la France a besoin. Sylvie Maréchal, fin mars 2026, a regardé une vidéo en ligne qui expliquait le mécanisme de la dette française. Une vidéo longue. Elle l'a regardée jusqu'au bout. Elle a dit à Denis: « Je comprends maintenant pourquoi ça se passe, mais je ne sais pas quoi en faire. » C'est une réponse honnête, et c'est la bonne réponse pour commencer. Comprendre ne suffit pas à changer les choses, mais sans compréhension, rien ne peut changer. Les décisions politiques majeures, celles qui impliquent des sacrifices réels, une répartition équitable des efforts, un choix sur l'avenir, ne peuvent être prises légitimement que dans une démocratie où les citoyens comprennent réellement les enjeux. Pas les slogans, pas les caricatures, les mécanismes. 1974, 52 ans de déficit ininterrompu, 3 300 milliards d'euros de dette, 54 milliards d'intérêts annuels qui dépassent le budget du logement social. Un mur qui se profile entre 2028 et 2030. Ce ne sont pas des raisons de désespérer, ce sont des raisons de comprendre. Et voici ce que Sylvie, Denis, Marc, Nadia et des millions de personnes comme eux à travers toute la France méritent que leurs représentants leur disent clairement, une fois, en public, face aux caméras. La situation est celle-là. Ce sont les chiffres réels. Ce sont les décisions qui nous y ont menés. Et voici ce que nous proposons, pas de manière abstraite, mais avec des mesures précises, datées, chiffrées, soumises à l'évaluation indépendante, pour changer la trajectoire avant que les marchés prennent la décision à notre place. Ce jour-là n'est pas encore arrivé, mais il peut arriver, à condition que les citoyens qui regardent des enquêtes comme celle-ci soient assez nombreux et assez exigeants pour le demander. Si cette enquête en 2 parties vous a aidé à comprendre ce que personne ne vous explique clairement, partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un qui vote, qui travaille, qui cotise, qui attend sa retraite, qui cherche un médecin dans sa commune. Ces personnes méritent de comprendre les mécanismes qui organisent leur vie. Pas demain. Maintenant. Et si vous voulez continuer à explorer ces sujets, les décisions qui ne font jamais la une, les mécanismes qui restructurent en silence ce que vous vivez, abonnez-vous. Chaque semaine, une nouvelle enquête. Jusqu'à la prochaine.